avec les élèves en classe d'examen, d'échanger sur les programmes, de faire des petites révisions sur les programmes. Et je pense que c'est une occasion quand même pour leur permettre en fait de sortir un peu du cadre de l'école et d'apprendre sous d'autres cieux. Voilà, surtout c'est cela l'objectif visé principalement. Vous en êtes à quelle édition? Nous en sommes à la première. On a eu à faire des ateliers, mais ce n'était pas quand même sur les programmes. Les ateliers qu'on a eu à faire, c'était des ateliers en lecture, des ateliers en production d'écrits, production poétique, ou bien tout simplement production de textes administratifs, les lettres et autres. Et là, c'était voilà, dans un autre cadre et c'était dans le centre culturel. Maintenant, ici, on vise les classes d'examen, les troisièmes et les terminales, pour quand même les aider à mieux réviser leur programme. Donc, ça va leur permettre, voilà, surtout en tout cas de réviser encore leur programme et de se préparer pour les évaluations à venir, pour les examens à venir, mais également pour la vie de tous les jours. En fait, donc c'est la première édition et nous comptons réitérer quand même, nous comptons pérenniser cela avec d'autres groupes, avec d'autres séquences. Voilà. Alors, est-ce que l'impact se fait sentir sur les élèves? Oui, bien sûr. Si je regarde par exemple le groupe que j'ai ici, je pense que les élèves que moi-même j'ai en classe en français, ça ne fait pas 5. Donc ça veut dire que les autres, ce sont les élèves qui viennent d'une autre classe, d'un autre village, qui ont un autre professeur. Et parfois, le fait de changer de milieu, de changer de professeur, ça permet à l'élève, voilà, je ne sais pas comment le dire, mais de renforcer en fait ce qu'il a déjà appris en classe. C'est comme un renforcement. Voilà. Demain, si la majeure partie de mes élèves vont rencontrer un autre professeur, ce sera également comme ça. Ça permet à l'élève d'avoir un plus sur ce qu'il a déjà appris avec son professeur. Donc, c'est d'apporter un peu plus de variété, en fait, sur les savoirs et les connaissances que les élèves ont déjà acquis. Qui précède, celle qui se déroule en premier lieu, c'est elle qu'on met au futur antérieur. Et celle qui va terminer, c'est elle que l'on met au futur simple. Je donne souvent aux élèves l'exemple d'un ami qui est à Aérelao. Vous avez un ami qui est à Aérelao qui doit venir vous rendre visite le week-end. Il prévoit de venir le samedi. Vous êtes lundi, votre ami viendra le samedi. Mais viendra, pourquoi? Parce que c'est le futur. Il viendra le samedi. Maintenant, ton ami doit loger dans une chambre, c'est vous, une chambre qui n'est pas encore nettoyée. Et toi, tu as prévu de nettoyer la chambre pour ton ami. Et tu as prévu de nettoyer la chambre le vendredi. Ce sont deux actions prévues pour le futur, mais qui ne vont pas se dérouler ensemble. Il viendra le samedi, toi tu nettoieras la chambre le vendredi. Si tu veux mettre toutes les deux actions dans la même phrase, tu ne peux pas mettre les deux verbes au futur simple. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas simultanées. L'une est antérieure à l'autre. Celle qui va se dérouler en premier lieu, c'est celle qui aura lieu le vendredi. C'est elle qui doit se mettre au futur antérieur. Celle qui va se dérouler en dernier lieu, c'est elle qui se met au futur simple. Donc ici le vendredi, ici le samedi. Nettoyer la chambre, venir. Tu lui diras le samedi quand tu viendras. Oui. Le samedi quand tu viendras, le verbe nettoyer la chambre, qu'est-ce que vous allez dire? Je. Le samedi. Au futur antérieur, le samedi quand tu viendras, j'aurai nettoyé ta chambre. C'est-à-dire que si tu viens le samedi, ça va trouver que j'ai déjà nettoyé la chambre. Ce sont deux actions qui sont dans le futur. Il y a une qui a lieu avant l'autre. Celle qui a lieu avant, on le met au temps antérieur. Celle qui a lieu après, on le met au temps simple. Ouais. Quand tu viendras, j'aurai déjà nettoyé la chambre. Ouais. Quelqu'un vous dit qu'il compte venir chez vous à 17h. Et que vous êtes sûr qu'à
À 16 heures, vous serez parti au terrain. Ouais. Il dit, je viendrai chez toi à 17 heures. Tu lui dis, je serai déjà parti quand tu arriveras. Je serai déjà parti quand tu arriveras. Je serai déjà parti, c'est le futur antérieur. Parce que le fait de partir aura lieu avant que lui, il n'arrive. C'est pour cela qu'on a mis le verbe au futur antérieur. Ce sont ça les valeurs des temps de l'indicatif. Vous verrez que ce sont toujours des actions qui sont réelles en fait. Les actions qui sont passées, les actions qui ne sont pas encore venues, les actions qui sont en train de se dérouler. Donc là, j'utilise le mode indicatif. Alors, imaginez que vous êtes en conjugaison, présent de l'indicatif, et que le verbe est un verbe du troisième groupe. La façon dont on vous évalue en conjugaison, c'est souvent, on donne une phrase et on vous dit, mettez la phrase à tel temps. C'est ce qu'on fait dans les textes, dans les TSQ. On donne une phrase, on dit, mettez le verbe à tel temps. Alors, il ne faut pas travailler mécaniquement. Si la phrase est donnée, il y a un verbe conjugué ou deux verbes conjugués ou même trois verbes conjugués. On vous dit, mettez le verbe à tel temps. La première chose à faire, c'est quoi? Identifier les verbes conjugués. Ensuite, regardez leur infinitif. C'est très bien. Avant de conjuguer un verbe, il faut toujours connaître son infinitif. Dès que tu connais l'infinitif, tu identifies le groupe. Un verbe du premier groupe est un verbe qui se termine par ER sauf aller. Un verbe du deuxième groupe est un verbe qui se termine par IR en formant le participe présent en I100. Tout le reste sont des verbes du troisième groupe. Si tu identifies l'infinitif, tu identifies le groupe, ça te facilite la conjugaison. Pourquoi? Parce qu'on conjugue les verbes par groupe en fait. On conjugue les verbes par groupe. On dit les verbes du premier groupe se conjuguent comme ça, les verbes du deuxième groupe se conjuguent comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, si tu conjugues un verbe du troisième groupe au présent de l'indicatif, il faut regarder la terminaison du verbe. Souvent les verbes qui se terminent par dre, les verbes qui sont tirés du verbe prendre, souvent les verbes qui se terminent en être, les verbes qui se terminent en ouatre et être comme ça, les verbes qui se terminent en indre, oindre, indre, comme ça, les verbes en huir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les verbes tirés de ouvrir et offrir. Quand je conjugue ces verbes-là au présent, regardez, si le verbe se termine par dre, à toutes les personnes, le D doit revenir. Un verbe qui se termine par dre, quand vous le conjuguez au présent, à toutes les personnes, vous ne devez pas enlever le D. Qu'est-ce qui doit être enlevé? C'est seulement le re. Donc, si tu conjugues le verbe défendre, tu enlèves ça, ça reste le radical défend avec le D. Le D revient à toutes les personnes. Je dirais, je défends. S. Tu défends. S. Il défend. D. Nous défendons. Il faut que le D soit là. Nous défendons, vous défendez, ils défendent. Tous les verbes qui se terminent en dre se conjuguent de cette façon-là au présent. Perdre, je perds, tu perds, il perd, nous perdons. Oui. Alors, sauf maintenant les verbes qui viennent du verbe prendre. On ramène le D au singulier, on enlève le D au pluriel. Aux trois personnes du singulier, il faut que le D revienne. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons parce qu'on a déjà mangé le D. On ne dira pas nous prendons, même si c'est un verbe qui se termine par dre. C'est un verbe tiré de prendre, comprendre, reprendre, surprendre, entreprendre, méprendre. Tant que c'est tiré du radical prendre, quand on le conjugue au présent, le D ne revient pas au pluriel. Donc il vient seulement au singulier. Mais pour les autres verbes en dre, le D revient à toutes les personnes. Alors, les verbes en être sont les verbes qui sont tirés du verbe mettre. Vous verrez que le verbe contient deux T.
C'est comme aussi les verbes tirés de battre. Abattre, rabattre. Voyez, il y a A, 2T, RE. E, 2T, RE. Quand on les conjugue, regardez, un T au singulier, 2T au pluriel. Ce qui veut dire qu'on enlève le re. Mettre, on dit je, un seul T. Je mets TS, tu mets TS, il met T. Un seul T parce que c'est le singulier. Au pluriel, les deux T reviennent. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Nous battons, vous battez, ils battent. Donc, le T reste au singulier, un seul. Au pluriel, on ramène le deuxième T. Alors, s'il s'agit des verbes en être et en ouatre, connaître, paraître, croître, accroître, décroître. Ouais. Quand on les conjugue au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on fait? On enlève tout le tre. Le T ne revient pas. À toutes les personnes, hein, on enlève le tre et on enlève l'accent circonflexe. Donc ça reste AI ou bien ça reste OI. Et on met les terminaisons. Paraître, on dira je parais. J'ai enlevé l'accent circonflexe, j'ai enlevé le tre. Donc je dirais je parais. Tu parais, il paraît. Ça c'est le singulier. Au pluriel, on ajoute 2 S plus la terminaison. 2 S. Avec les verbes en ouatre et être, il faut retenir, il faut ajouter 2 S au pluriel. Je parais, tu parais, il paraît, nous paraissons. Vous paraissez, ils paraissent. Je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. J'accrois, tu accrois, il accroît, nous accroissons, vous accroissez, ils accroissent. De la même façon, on met 2 S avant d'ajouter les terminaisons. Alors, sauf maintenant le singulier, quand le verbe se termine par T, pareil, comme ça, il faut remettre l'accent circonflexe. On avait dit que quand on conjugue, on enlève l'accent circonflexe. Mais si le I est suivi de T, T seulement, hein, il faut ajouter l'accent circonflexe. On remet l'accent circonflexe. Sauf maintenant avec le verbe croître. Croître. Croître veut dire pousser, grandir. Les arbres croissent, on dira croissent. Vous voyez, ça grandit. Alors, quand on conjugue le verbe croître, on verra qu'il ressemble beaucoup au verbe croire. Croître, croire. Mais ce n'est pas la même chose. Croire donne le nom, la croyance. La croyance, la foi. Croître donne le nom, la croissance. Croissance, le fait de grandir. Ordre croissant, ordre décroissant. Vous voyez. Donc, quand on conjugue croître au présent, on verra que ça ressemble au verbe croire en fait. On dit, je crois, tu crois, il croit. Puisqu'il y a T, je mets l'accent circonflexe. S'il s'agit du verbe croire, on dit, je crois, tu crois, il croit. On ne met pas l'accent circonflexe parce que c'est croire, c'est pas croître. Si vous regardez bien, c'est presque la même conjugaison. Pour ne pas les confondre, la grammaire française autorise de mettre l'accent circonflexe à toutes les personnes du singulier quand il s'agit du verbe croître. Pour faire la différence entre les deux, on met les accents circonflexes sur toutes les personnes du singulier pour faire la différence entre le verbe croire et le verbe croître. Mais là, c'est au pluriel, on n'aura plus besoin des accents circonflexes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ressemblance. Au pluriel, croître, on dira nous croissons, vous croissez, ils croissent. Alors que croire, au pluriel, on dira nous croyons, vous croyez. Ça permet de se divertir aussi et de savoir vivre à l'extérieur et en dehors des 4 murs de l'école. Aussi d'acquérir d'autres savoirs et d'être avec d'autres professeurs. D'avoir une idée de vivre ensemble et en communauté, même si on ne se connaît pas. Alors, aujourd'hui, il y a une leçon de français que donc, vous venez de suivre. Vous avez retenu beaucoup de choses là-dessus? Bien sûr, on a retenu beaucoup de choses. Et ça nous permet aussi de pouvoir se préparer pour les examens en classe. Monsieur Nding, dites-nous un peu l'importance de ces rencontres extramuros. Très bien. Parfois, j'ai l'habitude de dire que, surtout à l'école élémentaire, c'est beaucoup pratiqué là-bas. L'extramuros, c'est quoi?
c'est une manière de faire sortir les élèves des classes pour leur faire vivre un autre climat. Non seulement ils vont avoir l'habitude de se confronter directement, sans souci et sans problème, tout en voulant également parler de la situation comme ils veulent. L'autre élément, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, on pratique ces synthèses, tout simplement dans le cadre d'aider les élèves, dans le cadre également de les assister. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis en partenariat avec cet hôtel depuis presque l'année dernière. C'est moi-même qui avais fait la synthèse l'année dernière ici. Et je continue toujours à faire ça. Pourquoi? Parce que je vois que les élèves ont besoin d'appui. Mais également les élèves ont besoin de renforcement concernant surtout l'histoire. Parce que je me dis toujours que l'histoire, elle est à la fois contextuelle, chronologique, mais également événementielle. Si l'élève ne parvient pas à trouver un contexte, à décliner des chronologies, cet élève ne pourra jamais traiter l'histoire. Maintenant, quant à la géographie, c'est une matière d'observation, de description et d'analyse. Quand je dis observation, on observe d'abord les questions et les constructions. Quand on interprète les diagrammes. Et quand on analyse également des données géographiques. Alors que pour les deux, que ce soit l'histoire ou la géographie, chacune de ces deux matières a ce qu'on appelle un jargon qu'on doit utiliser pour les enseigner. Donc, ça renferme une importance capitale. Je vous exhorte de continuer sur cette lancée, à aller chercher le savoir, comme le disait le prophète Mohammed. Même si la connaissance était en Chine, il faut aller à sa recherche. Merci. Alors, méthodiquement, dites-nous, qu'est-ce que le candidat peut en bénéficier par rapport quand on est entre les 4 murs? L'extramuros et entre les 4000, il y a une différence totale. C'est ici où l'élève devient beaucoup plus à l'aise pour mieux s'adapter également à l'apprentissage. On voit aussi qu'il y a une diversité puisque les élèves viennent d'horizons différents et ils se portent également aussi à un professeur qui n'est pas le leur. Voilà, moi je me dis que toujours j'ai l'habitude de décliner la citation de Léopold Sédar Senghor qui disait que le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire que la personne doit être capable toujours d'aller à la recherche de la connaissance, qu'importe, et n'importe quel moment, et n'importe où également. L'essentiel, il faut avoir la bonne connaissance. Et j'ai l'habitude, moi, de me définir comme étant un éducateur et non un professeur. Parce que Mariam le disait, dis-moi, dans une si longue lettre. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que transformer une âme est aussi sacrilège qu'un assassinat. C'est-à-dire que quand vous enseignez à un élève, il faut essayer au moins de lui donner, c'est-à-dire de très bonnes leçons, mais également d'enseigner vrai et non fausse. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ça l'importance et les techniques que j'adopte pour initier les potasses. Merci beaucoup. Je parle bien que les États-Unis ont créé ce qu'on appelle une politique, qu'on appelait quoi? Le plan Marshall, qui était d'abord la doctrine Truman et ensuite érigé en plan Marshall. Et le plan Marshall a été destiné à qui? À tous les pays qui acceptaient, qui voulaient embrasser le communisme. C'était un moyen d'endiguer, de contrecarrer l'avancée du communisme. On est d'accord? Maintenant, dans cet acte, il recèle l'impérialisme. Alors que Karl Marx était contre au capitalisme et à l'impérialisme. C'est pourquoi même, il a adopté quoi? Le socialisme scientifique. Pourquoi le socialisme scientifique? Parce que tout simplement, il menait une politique pour informer, mais également attirer l'attention des personnes à ce qu'ils n'épousent pas, c'est-à-dire le capitalisme. C'est pourquoi vous avez assisté à ces révoltes qui existaient entre le syndicalisme scientifique et le syndicalisme réformiste et le syndicalisme révolutionnaire jusqu'au socialisme utopique et scientifique. C'est pourquoi le marxisme-léninisme n'est rien d'autre qu'une politique adoptée ou bien une doctrine adoptée pour contrecarrer le capitalisme. Là-bas, c'est clair. Maintenant, je reviens sur les causes générales. Les causes générales de la décolonisation. Maintenant, si on vous demandait de définir la décolonisation, qu'est-ce que vous allez me donner? Je pense que vous avez fait la leçon. Très bien. Qu'est-ce que la décolonisation? Qu'est-ce que la décolonisation? Oui, si? Oui. D'accord, c'est important. Mais il y a une définition beaucoup plus pertinente qui va vous permettre de comprendre. Qu'est-ce que la décolonisation? Oui? Oui. Wow, c'est un processus. Oui.
Oui. Très bien. C'est un processus par lequel les pays colonisés s'émancipaient pour réclamer leur indépendance. Et cela a commencé depuis quand? Après la conférence de Bandung en 1955. Et bien avant la conférence de Bandung, il y a eu des pays qui ont eu leur indépendance, comme l'Indochine en 1954. C'est pourquoi je précise ça toujours. Maintenant, quand je parle des causes générales, il y a ce qu'on appelle les causes externes et les causes internes. Qu'est-ce que c'est qu'une cause externe? Qu'est-ce que c'est qu'une cause externe? C'est-à-dire, on peut venir parler ça littéralement, mais c'est important de connaître la définition. Oui, cause externe, mes amis, qui viennent de l'extérieur. Parmi les causes externes, on va parler d'abord le choc de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Oui, le choc. C'est la même chose. Je change tout simplement les termes. Les leçons restent les mêmes. Je reviens pour vous parler maintenant de ce choc-là. Les colonies d'Afrique et d'Asie ont participé économiquement, mais humainement, à la décolonisation. Mais également à la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que Hitler était tellement puissant, de telle sorte qu'il se réclamait le père du monde. Il le disait, je suis le père du monde. En une semaine, il a déclaré la guerre à la Pologne, a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne et a déclaré la guerre à la France. Et c'est ainsi que le général de Gaulle est venu en Afrique pour dire que nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. C'est-à-dire que je lance un appel solennel à toutes les colonies d'Afrique et d'Asie de venir soutenir, c'est-à-dire la France, afin qu'il fasse face à l'ennemi commun. C'est la déclaration du général de Gaulle. Est-ce que l'air? C'est-à-dire que quand je parle maintenant du choc de la Seconde Guerre mondiale, sur les causes externes, les colonies ont participé économiquement parce qu'ils cultivaient et les cultures servaient de quoi? De vivrier aux pays européens qui venaient en Afrique récupérer leur culture pour aller alimenter leur peuple. Donc ils ont participé économiquement. Et humainement, il y a les tirailleurs qui ont quitté l'Afrique et l'Asie pour aller aider la France. Et que s'est-il passé à leur arrivée? Vous saviez que l'Allemagne était très forte. Et la France devait prendre sa revanche après la Première Guerre mondiale. Mais il était très important maintenant de connaître l'ennemi, mais avoir la force de faire face. Est-ce qu'on est d'accord? Et quand les colonies sont venues en Europe, ils les faisaient des escaliers. 5 noirs, 1 blanc. Dans les champs de bataille, il y avait toujours 5 noirs, 1 blanc derrière. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que les noirs ne meurent pas. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle la puissance mystique. Et nos ancêtres faisaient face à l'ennemi commun jusqu'à libérer la France. Maintenant, quand ils ont libéré la France, ils ont démystifié maintenant le mythe de l'homme blanc. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Ils croyaient que l'homme blanc est toujours supérieur à l'homme noir et devait être beaucoup plus puissant pour continuer à nous dominer. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, ils ont su maintenant que tel n'était pas le cas. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, ils ont démystifié le mythe de l'homme blanc et ils sont revenus maintenant au pays natal. Et ils ont épousé maintenant les mouvements politiques. Je vais parler après les mouvements politiques. Mais quand ils sont revenus au pays natal, ils pensaient à ce que leur loyauté leur soit payée. Et en 1958, qu'est-ce qui est arrivé au cas de Thiaroye? On les a tués. Massacre de Thiaroye. Maintenant, l'homme blanc n'était plus beaucoup plus fort que l'homme noir. Il commence maintenant à se former avec des mouvances politiques pour continuer à réclamer leur indépendance. C'est pourquoi on a dit le choc de la Seconde Guerre mondiale a démystifié le mythe de l'homme blanc. Là-bas, c'est clair. Deuxièmement, nous avons le rôle des superpuissances. Oui, le rôle des deux grands, j'accepte. C'est la même chose. Le rôle des deux grands. Quel rôle ont-ils joué, les deux grands? Vous savez que l'URSS, avec leur doctrine, le marxisme-léninisme, ne pouvait pas cautionner
la colonisation, parce que ça recèle une forme d'impérialisme et de capitalisme. Donc, ils ne pouvaient pas être d'accord avec la colonisation et la colonisation. Là-bas, c'est clair. Donc, nous connaissons réellement pourquoi l'URSS n'a pas accepté à ce que la colonisation continue. Maintenant, pour les États-Unis, leur histoire ne leur permet pas de cautionner. Pourquoi? Parce que tout simplement, les États-Unis étaient une ancienne colonie du Japon. Avec l'attaque de Pearl Harbor, avant le lancement des 2 bombes, Hiroshima et Nagasaki, le 6 août 1945 et le 9 août 1945. On est d'accord? Maintenant, les États-Unis également pensaient que la colonisation devient un obstacle à leur expansion commerciale parce qu'ils sont des capitalistes animés par le goût du risque, la concurrence, mais également le libre échange. Faut l'air. Nous que le rôle des superpuissances. Nous avons parlé du choc de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons parlé le rôle. Oui. Et on va parler maintenant de l'influence de l'ONU. Maintenant, l'ONU. L'ONU, quel rôle a-t-elle joué? Ndiaye. Comment? Ça dit comment? Oui, mon ami. Vous m'excusez, hein? C'est malade toute la nuit. Je ne devais même pas être là aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la charte de l'ONU, qui stipule dans son chapitre 1, article évoque l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer eux-mêmes. Donc l'ONU restait une tribune pour les porte-paroles des pays colonisés. Est-ce qu'on est d'accord? L'ONU restait une tribune pour les porte-paroles des pays colonisés. Est-ce que l'air là? Sur l'air, nous continuons. Maintenant, après la politique adoptée par l'ONU, c'était quoi? C'était sensibiliser, mais également en arriver jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule quoi? Tous les hommes naissent libres et égaux sans distinction de race. Donc la colonisation n'avait plus sa place. Est-ce que c'est clair? Et après l'influence de l'ONU, nous avons quoi? L'action du tiers. L'affirmation du tiers-monde. L'affirmation du tiers-monde s'est passée où? La conférence en Bandung. La date exacte, c'est du 18 au 24 avril 1955. Maintenant, j'ai une question très profonde, dis-moi, à poser aux élèves. Ça dit que l'objectif de la conférence de Bandung, c'était pour donner l'indépendance aux pays colonisés. Mais est-ce que réellement, la conférence de Bandung avait un sens? Oui? Est-ce que la conférence de Bandung avait son sens? Il y a l'adage qui dit, tout ce qui se fait sans moi, tout ce qui se fait... Très bien. Prenez la réponse. Écoutez, tout ce qui se fait sans moi est contre moi. Vous savez que les Européens se sont réunis à Bandung du 18 au 24 avril 1955 pour statuer le sort des pays colonisés, sans la présence des pays colonisés. Très bien. Lerna. Comment on peut convoquer une conférence pour donner la liberté à Alsan, pour donner la liberté à l'autre Kondul, alors qu'il n'était même pas au courant de cette conférence? Et vous savez que dans cette conférence, que s'est-il passé? Il n'y avait que des promesses. Et les promesses étaient quoi? L'autonomie et sans l'indépendance définitive. Il y a deux termes que les élèves confondent, l'autonomie et l'indépendance. Inch'Allah, je pense même que vous devez commencer à le faire, la décolonisation en Inde et en Indochine. On va vous parler du Viet Minh, on va parler de Kit Indian, on va vous parler également de Istiqlal, on va vous parler également de la SOFIO, on va vous parler également de la UGTAN, on va vous parler de la FENF, on va vous parler également toujours de la WASU. C'est bon. Je reviens. Quand je parle de l'affirmation du tiers-monde, la conférence a été convoquée sans la présence des Bandung. La conférence a été convoquée sans la présence des pays colonisés. Et tout à l'heure, il a dit tout ce qui se fait sans moi est contre moi. Mais pourtant, cette même conférence va continuer jusqu'en 1961. Et quelle est la conférence de 1961?
où la conférence de Bandung sera parachevée. Il y a une conférence qui sera encore convoquée pour faire... Oui, Mabagne. Nous avons la conférence de Belgrade en 1960, en 1961. Mais il faut me préciser, d'accord. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation d'étude. À chaque fois, on précise les termes. Parce que tout simplement, je vais vous parler d'un sujet de bac. Il y a un sujet de bac. Vous connaissez quel était le sujet? Les rires de Nazaire et les larmes de Budapest. Les rires de Nazaire et les larmes de Budapest. Wallahi, c'était un sujet de bac. J'ai vu des élèves qui pleuraient dans la salle parce qu'ils pensaient que Budapest c'est une personne. Ah, les rires de Nazaire et les larmes de Budapest. Les élèves pensaient que Budapest c'est une personne. Hein? Budapest quoi? Budapest, c'est la même chose. Ils pensaient que c'est une personne. Et ils commençaient à pleurer dans la salle. Parce que tout simplement, c'était un sujet au baccalauréat et le commentaire était intouchable. Il fallait revenir sur la dissertation pour au moins gagner des points. Alors que Nager, c'est qui? Mais l'Algérie a forcé son indépendance. Elle a récupéré avec les armes. En face, Hongrie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et la Roumanie. On va revenir sur ça, Inch'Allah, si on aura le temps. Maintenant, je parle de Belgrade en 61. Cette conférence sera achevée. Maintenant, nous avons parlé de Bandung. Nous avons parlé de l'ONU. Nous avons parlé du choc de la Seconde Guerre mondiale. Et parmi les causes, maintenant on va attaquer les causes. Les causes internes. On était externe. Maintenant, on va parler des causes internes. Que s'est-il passé par les causes internes? Et quels sont les premiers éléments? La colonisation elle-même, d'accord. Maintenant, la colonisation elle-même a donné naissance quoi? Ah oui? La colonisation elle-même. Il ne faut tout simplement me donner le nom comme ça. Mais pourquoi? Parce que tout simplement la colonisation était un acte inhumain, qui n'était pas cautionné par même l'ONU, qui n'était pas cautionné même par les dirigeants, parce que c'était un moyen d'exploitation des colonies, alors que la charte de l'Atlantique, aussi bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme, a bien stipulé que les hommes naissent libres et égaux, sans distinction de race. Donc la colonisation ne devait pas accepter la colonisation. C'est une répétition importante qui permet aux élèves de mieux comprendre la notion de cause. Là-bas, c'est clair. Maintenant, quel est le deuxième élément? L'essor du nationalisme. C'est-à-dire, c'est l'essor d'une élite intellectuelle. Vous savez que la colonisation a donné naissance, c'est-à-dire le développement ou bien même l'augmentation des étudiants. Nous avons beaucoup d'étudiants qui ont quitté les pays d'Afrique et les pays d'Asie pour aller en France étudier. L'ERNA. Oui, mon ami. Très bien. Je parle maintenant de l'élite intellectuelle. C'est cette même colonisation qui a donné naissance à l'élite intellectuelle. Comment? Bien avant j'ai l'habitude de donner même cet exemple aux élèves. Vous savez que le président Léopold Sédar Senghor n'a jamais voulu être président. Il ne l'a jamais voulu. C'est-à-dire que Senghor, son seul souci et son seul vœu était de devenir poète. Mais il a été imposé parce que tout simplement, les colonisateurs connaissaient que ni Lamine Gueye, ni Cheikh Anta Diop n'étaient pas leurs favoris. Il fallait imposer Senghor maintenant. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, des étudiants comme Senghor et tant d'autres, Modibo Keïta, Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah et tant d'autres, ont rejoint l'Europe pour aller augmenter leur niveau intellectuel et pour revenir maintenant et participer sur les actes les affaires politiques. Et vous allez me demander que va-t-il se passer? À leur retour au pays natal, ils ont créé une confédération qu'on appelait FEANF. FEANF. Oui? Oui? Très bien. Et ensuite, ils ont créé le WASSou. Le WASSou? Vous ne connaissez pas? West African Students Unions.
Lerna. C'est ça la prononciation. Très bien. Ils ont créé ça et ensuite ils ont créé Isétan. Isétan, c'est quoi? Non, on ne peut pas vous donner tout. Mais seulement, parfois, c'est dans les synthèses que vous pouvez regrouper l'ensemble de ces éléments. Nous avons Isétan. Isétan, c'est quoi? Union générale des travailleurs d'Afrique noire. Je parle de Isétan, Lerna. Maintenant, ils ont créé ces confédérations. Et quel était le rôle de ces confédérations? Oui, Wassou, c'est West African Students Unions. Lerna. FEANF, c'est Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone. Isétan, c'est Union générale des travailleurs d'Afrique noire. Ça reste d'autres. Il y a même Estofio, la section française de l'internationale ouvrière. Il y en a d'autres qu'on peut citer. Est-ce que Bob Lerna? Maintenant, ce sont même ces étudiants qui se sont regroupés dans l'administration qui réclament maintenant l'indépendance parce qu'ils demandent la gestion de leur propre cité. Et parmi ces personnes-là, on peut citer qui? Sekou, Mohamed Sekou Touré. Bonjour, c'est Mme Kassé de la terminale L du lycée de Goléré. Alors, madame, vous êtes ce matin conviée à une rencontre d'échange ici à Médina Ndiagbé. Alors, depuis ce matin, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre? Selon moi, cette rencontre, c'est vraiment important pour tous les élèves parce que ça nous permet de connaître en dehors des quatre murs ce qu'on n'a pas pu comprendre dans les classes. Et ça renforce notre esprit par rapport à ce qu'on nous a donné. Je dirais que ça a renforcé parce que là-bas, on comprend, mais on comprend mieux quand on est ici. Ça change d'environnement. Il n'y a pas de barrière. Oui. Alors, quel appel lancez-vous à vos camarades de classe qui n'ont pas eu l'occasion d'être là aujourd'hui? Je dirais que ils ont raté une chance énorme parce que c'est une activité, je dirais, qui est très importante pour tous les élèves, pour nous que pour les autres. Donc, c'était essentiel qu'ils viennent. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais... Avant de commencer, j'aimerais saluer tout le monde. Et j'aimerais saluer aussi le professeur Moussa Nying. C'est très important quand même parce que ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses parce que dans les 4 mois, comme le dirais-je, le cours c'est à peu près 2 heures de temps, n'est-ce pas? Donc dans ces 2 heures de temps, peut-être le prof ne peut pas tout donner en fait. Maintenant certes il nous donne, mais aussi quand on vient ici, on améliore aussi nos connaissances. Maintenant c'est vraiment important. Quelles sont les leçons que vous avez donc révisitées? Donc au départ on a révisé sur la Chine, ensuite sur les causes de la décolonisation. Maintenant, à cet instant, nous sommes sur la géographie. Est-ce que vous aspirez à organiser d'autres séances? Bien sûr, Inch'Allah, on espère. Est-ce qu'il y a quelle autre discipline? Pour moi, j'avais pensé à parler avec les élèves de Goléré ou bien des autres pour organiser un peu pour organiser peut-être des exposés en mathématiques. C'est ça que j'avais pensé, quoi. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore confirmé avec nos camarades.